l'heure de retrouver Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, le retour de l'enfant prodige, Dolly Wrata. Je m'appelle Jack Kilton. Je suis journaliste. S'il y a une chose que j'aime par-dessus tout sur Terre, c'est l'argent. L'argent pour tout ce qu'il procure. Et s'il y a une chose que je déteste sur Terre, c'est mon rédacteur en chef. Je le déteste, je le hais. Mais il faut dire qu'il me le rend bien, le bougre. Bah, ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Dommage que ce soit à moi que ça arrive, parce que, voyez-vous, l'ennui, c'est que je travaille dans un journal réputé, et qu'il est difficile de quitter l'as des as de la presse quotidienne pour une quelconque feuille de chou de province. Ce qu'il me faudrait, c'est une rente substantielle, un héritage, ou un billet de loterie gagnant le gros lot. Mais faut pas rêver. Non, faut pas rêver. Allez, il faut que je me concentre si je veux terminer le premier article de ma série « Que sont devenus les enfants prodiges ?» Un papier qui a pour sujet Alfonso Léonard. Vous vous souvenez? Alfonso Léonard, allez, un petit effort de mémoire. Alfonso Léonard, ce gosse qui, à 7 ans, a fait ses débuts dans le monde comme pianiste de génie au Carnegie Hall. À 8 ans, il a obtenu une bourse pour l'étude du calcul différentiel au MIT. À 10 ans, après avoir médité quelques mois, il a sorti Histoire du monde, un livre extraordinaire sur la civilisation qui fait encore autorité. Après quoi, sur sa lancée, il nous a gratifié d'une analyse définitive de la politique des États-Unis, suivie d'une demi-douzaine d'œuvres plus ou moins importantes exécutées de main de maître. Il a étonné le monde entier, jusqu'à la publication de Relations humaines, qu'il écrivit à l'âge de 14 ans. Après quoi, plus rien. Rien, le silence total. Retour à l'anonymat le plus absolu. Alfonso Léonard, le sujet rêvé pour que sont devenus les enfants prodiges, n'est-ce pas? Quand j'ai sonné chez lui à 8 heures du matin, après 4 jours de surveillance, c'est un grand jeune homme un peu timide et sympathique qui m'a ouvert. Alfonso Léonard, je m'appelle Jack Kilton, est-ce que je peux entrer? Oui, entrez, monsieur Kilton. J'ignorais que les journalistes se levaient de si bonne heure. Ça alors? Comment a-t-il pu deviner que j'étais journaliste? Comme s'il lisait ma pensée, il ajoute, en m'introduisant dans le salon, « Vous savez, plus personne ne m'appelle Alfonso aujourd'hui. Tout le monde m'appelle Al, tout simplement. Donc, j'en ai déduit que, n'étant pas de mes amis, vous êtes journaliste. » Il m'indique un fauteuil et me propose du café. J'accepte. Puis, je lui fais part du sujet de la série d'articles que j'ai en tête. Je suis d'accord pour collaborer avec vous, monsieur Kilton. Mais, car il y a un mais, je ne veux en aucun cas que vous mentionniez mon adresse, ni le fait que, désormais, on m'appelle Al. Voyez-vous, aujourd'hui, cette période de mon enfance n'a plus d'importance. J'ai 28 ans et je gagne ma vie en faisant de la sculpture. Enfin, quand je dis sculpture, il s'agit davantage d'artisanat. En effet, j'élabore des prototypes de ce qu'on appelle des nouveautés que je vends à des faïenceries. Ça me rapporte environ 1500 $ par mois, ce qui me suffit amplement pour vivre. 1500 $. Je regarde mine de rien autour de moi. L'appartement est au moins un 4 pièces. Les meubles et la décoration ont cette élégance discrète qui se paie cher, très cher. Dites-moi, Al, vous permettez que je vous appelle Al, vous touchez des droits d'auteur? Des droits d'auteur, monsieur Kilton? Ah oui, vous voulez parler de mes anciennes publications? Non, enfin, quelques malheureux $ par-ci par-là. Ce n'étaient pas des romans de vacances, voyez-vous. Sur un guéridon à ma droite, je vois une magnifique panthère d'ébène, un chef-d'œuvre. C'est vous, cette sculpture, Al? Hélas, non, monsieur Kilton. Non, c'est un original d'Erickson. Si j'étais capable de produire un tel chef-d'œuvre, je ne serais pas le besogneux que je suis aujourd'hui.
Nous terminons l'entretien et je prends congé 2 heures plus tard. Aujourd'hui, quelque chose me tarabuste. C'est pas avec 1500 $ par mois qu'Alfonso Léonard peut vivre sur un tel pied. Il doit avoir d'autres sources de revenus. Une rente? Une rente. Exactement ce qu'il me faudrait. Quelque chose de pas très avouable commence à germer dans mon esprit. Le lendemain, je me poste dans un drugstore en face de chez lui. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il sort, serviette sous le bras, et elle, un taxi. La chance est avec moi car je trouve un autre taxi et je le suis jusqu'à une propriété privée magnifiquement entretenue. Je note l'adresse et j'apprends par un coup de fil au journal qu'il s'agit de la maison du professeur A.G. Rimson. Vous savez, A.G. Rimson, cet éminent mathématicien qui travaille à prix d'or comme consultant international. Tiens. Et si Alfonso Léonard n'avait rien perdu de son génie, s'il travaillait discrètement comme consultant de consultant, hein? À 10h30, le lendemain, je sonne à la porte du professeur Rimson. Une femme d'âge mûr m'ouvre. Je lui demande si le professeur est chez lui. Certainement, monsieur. Avez-vous rendez-vous? Non, madame, mais j'ai une lettre d'introduction. Ce qui est un mensonge. Je viens de Berkeley spécialement pour le voir et je ne dispose que de quelques heures. C'est très important, madame. Pourquoi n'avez-vous pas pris rendez-vous, monsieur? Mais je ne suis pas parvenu à le joindre, madame. La vieille femme me regarde, mal à l'aise. C'est que, voyez-vous, monsieur, je ne peux pas joindre le professeur. Mais, madame, vous m'avez pourtant dit qu'il était chez lui. Oui, je n'ai aucun moyen de le contacter, monsieur. Enfin, il vit bien ici, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais lorsque le professeur verrouille cette porte qui se trouve là-bas, au fond du couloir, il est impossible de l'atteindre. Je suis navré, monsieur. Vraiment navré. Bon, ben tant pis. Au revoir, madame. Je traverse la rue et je m'installe dans une taverne en face. Je me souviens de la photographie du professeur Rimson, un type d'une bonne 60aine d'années avec une moustache à la Van Dyck. D'après la gouvernante, il semblerait que c'est un excentrique. Et après, les génies le sont généralement, n'est-ce pas? Et si l'on en croit les autorités en la matière, même un peu timbrés. Est-ce que l'excentricité du professeur Rimson aurait quelque chose de proche de cette folie qui est l'apanage du génie? J'en suis là dans mes réflexions quand un autre génie apparaît sur le seuil de la porte que je surveille. Oui, vous avez gagné. Alfonso Léonard, vêtu de tweed comme à l'accoutumée, aussi peu excentrique que possible, un peu dégingant des beaux garçons, et apparemment normal. Mais il n'est pas encore 11 heures. Apparemment, Alfonso Léonard a dû voir le professeur très très tôt ce matin. Cela dit, j'incline à croire que les deux gentlemen ont passé ensemble les 16 dernières heures et qu'ils n'ont certes pas joué à la manille. Ils ont dû travailler et gagner beaucoup d'argent. Gagner beaucoup d'argent. L'argent, le nerf de la guerre, le nerf d'un tas de choses. Mon projet pas très avouable commence à prendre forme, comme vous le constaterez dans quelques instants. James Glaisser. C'est ce qui est écrit sur une discrète plaque de cuivre. Tiens. Glaisser, rien que ça. Glaisser, le génie de Broadway, l'homme dont chaque comédie musicale est synonyme de succès international. Eh bien, il fréquente du beau linge. Alfonso, vous ne trouvez pas? J'avise un petit café d'où l'on peut surveiller l'hôtel particulier de Glaisser et j'attends. Oh, pas longtemps, à peine un quart d'heure.
Cette fois, Alfonso me conduit à un grand immeuble assez décrépit de la 73e rue. Le portier a l'air réveillé et ouvert aux propositions, en l'occurrence $20, qui m'apprennent que le grand jeune homme brun qui vient d'entrer est allé chez Julius Williamson. Julius Williamson, un type important mais totalement inconnu du grand public. Non, il faut travailler dans mon journal pour savoir plus ou moins qui c'est. Julius Williamson est le nègre d'écrivain le plus apprécié de tous les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez pourquoi Julius Williamson évite la publicité. D'autant qu'en plus des livres à succès qu'il écrit sans les signer, c'est lui qui écrit les discours importants. Vous savez, ces discours qui font trembler le monde lorsqu'ils sont prononcés d'une voix tonitruante par ministres et présidents. Fameux trio d'amis que vous avez là, mon cher Alfonso Léonard. À mon sens, voyez-vous, il n'a rien perdu de son génie, ce cher Alfonso. Au contraire, bien au contraire. Mais blessé par les inconvénients de sa réputation de phénomène, il a trouvé une voie détournée. L'incognito le plus absolu. Certes, il fait quelques sculptures et autres prototypes, mais il emploie le reste de son temps à des consultations sérieuses sur la musique, sur les mathématiques et sur la politique. Oui. Plus j'y pense, plus les perspectives me semblent favorables et dépourvues d'aléas. Logiquement, c'est comme si l'argent dont j'ai tant besoin, dont j'ai tant envie, se trouvait déjà sur mon compte en banque. Le soir même, je décide de jouer mon va-tout et je lui téléphone. « Passez !» me répond-il avant de raccrocher sèchement. C'est curieux, ça. Le ton est nettement moins cordial que cette première fois où je sollicitais un entretien. Il pleut à verse. L'orage foudroie le ciel, un vrai temps de complot. Bref, une sale nuit. Cette fois encore, Alfonso Léonard m'attend sur le seuil de sa porte. Mais il me semble que ce jeune homme debout devant moi est plus grand, plus musclé, plus sûr de lui que celui qui m'avait ouvert en souriant quelques jours plus tôt. Et pour l'instant, il ne sourit pas. Il m'a introduit dans le même salon, m'indique le même fauteuil, me propose le même café, mais ne s'assied pas en face de moi. Il s'adosse à sa grande bibliothèque. Les tentures sont tirées et la pièce a pour tout éclairage quelques spots braqués sur des toiles de maître. Des toiles de maître. Alfonso Léonard est dans la pénombre. Bon sang qu'il est grand. Monsieur Kilton, pour un journaliste, vous n'êtes pas très observateur. Savez-vous, par exemple, que le passager d'un taxi peut utiliser le rétroviseur pour savoir ce qui se passe à l'arrière? Vous m'avez suivi, monsieur. En effet, Al, je vous ai suivi, mais ça fait partie du métier, n'est-ce pas? C'est ainsi que j'ai découvert un excellent sujet de reportage. Démasquer monsieur Glesser, démasquer le professeur Rimson et, accessoirement, démasquer monsieur Williamson. Ça peut faire l'objet d'un excellent papier, n'est-ce pas? Cela dit, nos lecteurs seraient très intéressés par le côté humain de la chose, n'est-ce pas? Cher Alfonso, vos capacités sont demeurées telles qu'il vous est possible de conseiller d'aussi éminents personnages. Vos lecteurs, monsieur Kilton? Seulement vos lecteurs? Bien, c'est-à-dire quoi, monsieur Kilton? Là, j'avoue que je reste sans voix. Totalement nul. Nous nous dévisageons, Alfonso et moi, pendant un long moment, mais les mots ne veulent pas sortir. D'autant que je viens de découvrir qu'il possède un autre don, celui de comédien. Quel est le véritable Alfonso Léonard? Le jeune homme aimable, dégingandé, flottant dans un costume de tweed trop ample, ou le géant menaçant, sinistre, qui, sans faire un mouvement, semble prêt à m'écraser de sa masse? Je vais vous dire ce que vous avez pensé, monsieur Kilton. Vous avez cru avoir la possibilité de vous enrichir. Imbécile que vous êtes.
Vous n'avez même pas observé les règles de base du chantage. Le chantage ne peut réussir que si l'on joue sur l'une des 3 craintes suivantes, M. Kilton. 1, la peur de la loi. 2, la crainte du déshonneur. 3, la crainte de perte financière. D'autre part, il y a 2 choses dont vous n'avez pas tenu compte, M. Kilton. Vous avez oublié que je pourrais prendre mes clics et mes claques à tout moment et que je n'aurais aucun mal à gagner confortablement ma vie où que ce soit dans le monde. Écoutez-moi bien, M. Kilton. Je ne veux pas voir cette histoire publiée dans aucun journal. Je ne veux pas qu'on y fasse la moindre allusion. Est-ce que c'est bien compris, Monsieur Kilton? Sinon, vous écrirez votre prochain article en enfer. À bon entendeur, salut. Vous pouvez partir maintenant, Monsieur Kilton. Ce n'est que dans mon minable 2 pièces cuisine que je reprends un peu du poil de la bête. J'aimerais tellement me dire qu'en plus de tous ces dons, Alfonso Léonard possède celui de l'hypnotisme. Mais ce serait me mentir à moi-même. J'ai été eu. Voilà tout. Cet homme est trop fort, bien trop fort pour moi. Et, sans doute, bien trop fort pour le commun des mortels. Il me semble entendre mon rédacteur en chef ricaner dans mon dos. Il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, je dois quitter ce tellement prestigieux journal. Il me faut de l'argent, sinon... C'est alors que l'inspiration me visite. Gleaser, Rimson et compagnie. Ils ne seraient pas tellement contents s'ils apprenaient, ces consultants de génie, qu'ils consultent le même enfant prodige. Gleaser me répond lui-même au téléphone. Sitôt que je nomme mon journal, il se déclare enchanté de m'accorder un entretien. Nous prenons rendez-vous pour le lendemain à 5 heures. Lorsque, dans la grisaille du jour finissant, j'appuie sur la sonnette du petit hôtel particulier, je me sens nettement plus optimiste que la veille. Gleaser, un très vieil homme voûté, grisonnant, portant des lunettes, ouvre la porte lui-même et, après quelques aimables paroles de bienvenue, me conduit à travers une série de pièces contiguës vers l'arrière de la maison. J'ai peine à garder les yeux fixés sur sa silhouette voûtée, tant ce qui m'entoure est incroyable, unique par sa richesse, sa qualité, sa rareté. Des œuvres d'art partout. Le cabinet de travail de Gleaser est bas de plafond, parcimonieusement éclairé par une seule fenêtre munie de barreaux. L'endroit, encombré de bibelots et de livres, amorce ma claustrophobie. Gleaser s'approche d'un plateau d'argent sur lequel attendent des verres et une carafe. « Ma maison vous plaît-elle, Monsieur Kilton ?»« Oui, certainement, Monsieur Gleaser. Je n'ai jamais vu pareille collection d'œuvres d'art. Évidemment, je ne suis pas qualifié pour juger de leur importance. Vous voulez sans doute parler de leur valeur marchande, Monsieur Kilton. » Gleaser n'a pas allumé et l'obscurité se fait plus dense encore. Il s'approche de moi, lentement, très lentement, et se redresse tout en marchant, déployant sa haute taille. Ma sensation d'étouffement devient de plus en plus pénible. Chaque inspiration se fait plus laborieuse. Il fait sombre et l'air est raréfié comme dans un caveau. Il pose le plateau sur une petite table à côté de moi. Une de ses mains remonte à son visage et retire ses lunettes. Sa silhouette se découpe en contre-jour sur la fenêtre garnie de barreaux. Il ressemble à la photo du professeur Rimson. Avec une moustache, il serait Rimson. Mais il a la taille de Alfonso. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Ainsi, le professeur Rimson, Gleaser, le compositeur, et Williamson, écrivain, ce serait l'ex-enfant prodige Alfonso Léonard. Non, ce n'est pas possible. Si, c'est possible, imbécile de petit journaliste, maître chanteur à la manque. Je vous avais prévenu, Kilton, je vous avais prévenu.
Vous écrirez votre prochain article en enfer. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le retour de l'enfant prodige de Holly Watta.